Et Franck Générus qui va nous parler de la fuite des cerveaux, son impact sur le système sanitaire haïtien. Docteur Générus est le directeur des ministères de la Santé de la Division interaméricaine des Adventistes du 7e jour. C'est aussi le président des services de santé interamérique. Merci S'il vous plaît. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve des visages que je n'ai pas vus depuis quoi 27 ans. Ah, pardon. Bon ami Césaire. Nous devons beaucoup sur le terrain ensemble. Et c'est vraiment beaucoup d'émotion et c'est un honneur infini pour moi pour me capable ensemble avec nous et retrouver ces visages dans cette ambiance. Et où est le major? D'ailleurs, nous battons gros bravo au major là. Quand on a commencé les premières réunions, on était même pas 10. Notre major a vie. Écoutez, on m'a proposé cette présentation. Ce que je voudrais faire d'abord, c'est un disclaimer. Le titre parle de la fuite des cerveaux et l'impact sur le système de santé haïtien. Nous allons parler des deux, mais le disclaimer que je voudrais faire, c'est que la vérité est que je suis déconnecté du système de santé, assez déconnecté, en tout cas pas directement impliqué dans le système de santé haïtien depuis tantôt 2 ans maintenant. En 2021, j'ai quitté Haïti. Normalement, quand j'ai accepté, moi, j'ai dit que je m'ai reconnecté avec tous mes contacts, parce que j'ai encore beaucoup de contacts dans le système. Mais j'ai beaucoup trop voyagé ces derniers temps. J'avais complètement oublié que fin d'année, c'est la période des fêtes. Ok, donc on va voir, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de recherches que vous allez voir et on va partager des réflexions. Mais en fait, si vous avez des informations additionnelles, n'hésitez pas à nous les proposer, à les ajouter. Des concepts clés durant cette présentation. Je crois que j'ai 10 minutes, c'est ça? Yes. Ok. Nous allons parler de migration. L'homme est un animal migrateur qui parfois se sédentarise, mais de façon particulière, nous allons nous rendre compte que la question de la migration a marqué Haïti depuis le siècle dernier, le XXe siècle, jusqu'à ce siècle. Remise des fonds, diaspora haïtienne, etc. Ce sont tous des concepts que nous allons voir durant cette présentation. Nous n'allons pas lire tout ça, c'est des informations qui sont mises pour vous parce que vous allez avoir la documentation. Donc ce sera pour vous. J'ai mis beaucoup de, de références aussi pour vous. Vous allez pouvoir y aller parce que c'est très intéressant plus on approfondit, plus on se rend compte que la thématique est intéressante. Ici, je voulais dire quoi? Si vous regardez ici, entre 1900, début des années 1900 et maintenant, il y a au moins 7 vagues migratoires, des milliers de personnes qui quittent le pays et qui pour la plupart ne retournent pas. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez la première vague qui était à l'époque, début du siècle dernier, mais qui surtout va subir ou bien bénéficier de l'appel d'air des colonisations américaines, notamment à Cuba, et du développement de la République dominicaine, avec un groupe de personnes. Deuxième vague migratoire, c'était avec François Duvalier. Troisième vague migratoire, 1972, on commence à avoir le phénomène des boat people. Et avec ce phénomène, vous avez 2 générations d'Haïtiens qui vont en 1990 créer ce que j'appelle encore un appel d'air avec les naturalisations, les regroupements familiales, etc., qui va provoquer un autre flux massif d'Haïtiens qui vont, à partir des années 90, quitter. À chaque fois, vous avez la quantité plus ou moins de personnes qui vont quitter, mais ce qui peut-être sera intéressant pour nous d'analyser, c'est 2010 et puis 2021-2022. 2010, après le tremblement de terre, il y a eu d'ailleurs une immigration qui était organisée dans la plupart des cas, mais vous allez avoir de nouvelles routes migratoires qui vont être créées à travers l'Amérique du Sud, ce qui est
relativement nouveau. Maintenant, je pense que les problématiques que nous allons parler se concentrent autour beaucoup après l'assassinat de Moïse 2021 avec la radicalisation des phénomènes violents, d'autres phénomènes migratoires massifs qui vont se créer. Et vous savez qu'actuellement, avec le programme Biden, il y a encore une incitation à la migration. J'ai mis pour vous ces deux graphiques qui sont assez intéressants. Ici, c'est les graphiques 2020 jusqu'à 2023, la quantité de personnes que les États-Unis ont, la quantité de personnes en général, d'Haïtiens qui ont été repoussés, en tout cas, on a géré au niveau de la frontière mexico-américaine. Et vous voyez que 2020, vous savez pourquoi c'est si petit, là, le Covid est passé par là. Dites le Covid ou la Covid? Ok. 2021, 2022, 2023, vous voyez, c'est des dizaines de milliers de personnes qui font encore la traversée. Maintenant, ce graphique est encore plus intéressant pour moi, parce qu'en fait, il y a quelque chose. Je voudrais atterrir sur un concept que ce graphique me permet de le rendre compte. Ici, on parle de la quantité de Haïtiens qui traversent ce qu'on appelle le Darien Gap. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont entendu parler du Darien Gap. Bon, nous toutes là. Nous toutes là. Okay. Et c'est extrêmement intéressant de le comprendre. On va y arriver. Parce que, en fait, dire cela, c'est dire automatiquement quel est le type de migration majoritaire en Haïti dans ces années 2020. Darien Gap, c'est quoi? C'est à peu près ça. Ok. Dans les deux continents américains sont liés par la route panaméricaine. Et en fait, depuis le Chili, pratiquement depuis en dessous du Chili, depuis le sud du Chili et de toute la terre de feu jusqu'au niveau de l'Alaska, vous avez cette route qui vous permet d'aller en voiture de la pointe sud de l'Amérique du Sud jusqu'à la pointe nord de l'Amérique du Nord. Ça s'appelle la route panaméricaine. Cette route a une faille de 100 km ici, qu'on appelle le Darien Gap, l'espace de Darien, qui est 100 km de forêt massive, intense, où vivent des animaux, enfin où il y a toute forme de danger, où vivent aussi des gens qui sont armés, qui sont des bandits. Et là, la route migratoire, les milliers de personnes que vous avez entendu parler, passent, enfin jusqu'à l'année dernière, passent par ce Darien Gap, et c'est là que des milliers de personnes vont mourir. Juste pour comprendre, il s'agit de forêts tropicales épaisses, avec toutes sortes d'animaux. En fait, le type de serpent le plus venimeux d'Amérique du Sud, qui est le serpent corail, du Darien Gap, vit là-bas, il tue beaucoup de personnes. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la seule façon de survivre, il faut aller en groupe. Je vais vous montrer. Il faut aller en groupe et il faut suivre le groupe. Donc, dès que vous faites partie de cela, si vous êtes blessé, si vous êtes malade, si vous avez des enfants, si vous êtes enceinte et que vous tombez, on vous laisse. Et les milliers d'Haïtiens qui sont passés, et pas que les Haïtiens, sont passés par cette faille qui est ici. J'ai été tout près, enfin récemment j'étais à Panama, je vous raconterai ça plus tard. Et là, ce que vous voyez, c'est une nouvelle route migratoire qui a été ouverte cette année, en 2021. C'est par le Nicaragua. Le Nicaragua, c'est ici. Donc vous avez ici c'est la Colombie, à peu près l'ici que vous voyez, c'est le Panama. Ensuite, vous avez Costa Rica. Le Nicaragua, c'est là. Si vous voyez, si vous sortez de Haïti, vous passez par le Nicaragua, vous pouvez aller aux États-Unis sans passer par le Darien Gap. Ce qui fait que actuellement, au Nicaragua, de janvier à octobre 2023, 165 000 Haïtiens sont passés par Nicaragua pour aller aux États-Unis. Donc, ils ont cet avantage et puis le gouvernement nicaragua a ouvert les portes parce qu'ils veulent embêter les Américains. Donc, c'est le seul pays maintenant dans la zone centrale américaine où un Haïtien peut débarquer sans un visa. Et j'étais en Haïti en septembre, quand j'étais à l'aéroport, et j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'avant-hier, il y avait 21 charters, cette photo est prise à l'aéroport haïtien, 21 charters d'Haïtiens qui emmènent les Haïtiens vers Nicaragua.
Donc c'est un phénomène massif et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous avais montré le Darien Gap, c'est pour vous dire que... Alors vous pouvez... Oui, c'est suspendu maintenant. Oui, chef. C'est suspendu maintenant. What? C'était suspendu. Non, On a recommencé. on va recommencer. Je ne sais pas si on a resuspendu. On va recommencer. On n'a pas recommencé. Mais ce n'est pas suspendu pour des raisons migratoires. C'est suspendu, je ne sais pas, vous pouvez me corriger. Oui, maintenant, les Américains. Les États-Unis font pression. Oui. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais c'était d'abord pour des raisons sécuritaires en fait. Non, mais maintenant, c'est les suspendu. États-Unis qui font pression sur les agences pour des sanctions. Donc. Ok. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils vont trouver d'autres voies, mais c'est intéressant de le savoir. Et donc, vous avez ici pour le programme de Biden le nombre, ça c'est jusqu'en mai de cette année, vous avez le nombre de personnes qui ont quitté. En fait, concrètement, tous ces chiffres nous disent fondamentalement que le type d'immigration que nous connaissons maintenant, c'est une immigration forcée. Ce n'est pas vraiment une immigration économique, c'est une immigration largement forcée et ça a des conséquences sur l'implication. Forcée par tout ce que nous savons, mais de façon particulière avec l'inflation aussi. Et vous pouvez voir ici qui a été publié, bon, ça c'est de mars de cette année, et avec le niveau d'inflation qui continue d'augmenter. Maintenant, si on se dit quel est l'impact de cette immigration, des chiffres que vous avez entendu parler avec 40% des médecins formés travaillent à l'étranger, ça c'est Jean-Claude et Dr Jean-Claude Cadet qui l'avait donné, vous avez vu. Et vous avez vu, c'est une bonne question seulement. Oh, désolé, ça c'est des chiffres, et c'est pour ça que j'ai fait le disclaimer, c'est le chiffre des années 2017. Je n'ai pas trouvé, et ça c'est l'une des choses intéressantes, je n'ai pas trouvé, j'ai passé plusieurs jours à essayer de chercher sur Internet, sur le site du ministère de la Santé publique, sur un certain nombre d'autres sites, sur Internet en général. J'ai même utilisé des intelligences artificielles pour chercher, ils me disent qu'on n'a pas pu trouver d'informations réelles et à date pour l'exode des médecins et 2022-2023, je ne suis pas arrivé à trouver. Mais comme tu dis, je suis sûr que c'est beaucoup plus, et même les autres chiffres. Mais concrètement, c'est des chiffres qui nous permettent de nous rendre compte qu'il y a un impact, qu'il y a une fuite réelle. Alors, juste petite parenthèse, la question de l'immigration et de la fuite des cerveaux n'est pas unique à Haïti. Vous avez notamment deux pays qui attirent les États-Unis et le Royaume-Uni, pour des raisons très diverses en fait, l'une et l'autre, attirent beaucoup de médecins, de médecins, de professionnels de santé en général, de médecins en particulier. Et par contre, j'ai voulu vous montrer ce graphe pour que vous vous rendiez compte que Haïti est dans le top 20 des pays qui fournissent, qui exportent des médecins au reste du monde. Vous avez des médecins haïtiens que vous pouvez trouver à peu près partout à travers le monde. Je pense que nous sommes de très bons exemples de cette réalité. Et maintenant, toujours en matière d'impact, les chiffres sanitaires d'Haïti sont assez connus. 2017, toujours 2017-2018, 19 000 prestataires à peu près. Et on a un chiffre ici de 3 354, 2017 encore une fois, médecins, etc. Mais ces chiffres, on peut toujours soit analysés par un certain nombre de personnes, etc. Mais j'avais envie de vous montrer ce graphique où vous voyez que selon l'Organisation mondiale de la santé, Haïti a le ratio médecin par population le plus bas de toute l'Amérique, l'un des plus bas au monde. Vous devez savoir aussi que quand on dit l'un des plus bas au monde, c'est pas plus bas au monde, parce que je connais des pays où c'est encore plus bas, mais en fait, les indicateurs de santé publique, beaucoup d'indicateurs de santé publique d'Haïti sont même plus bas que la moyenne des indicateurs en Afrique. L'un des indicateurs que j'utilise souvent, c'est le taux de mortalité maternelle, qui, il n'y a pas longtemps, en fait, est arrivé et s'est rapproché de la moyenne de l'Afrique. C'est juste pour vous dire que les résultats que nous avons en matière de santé publique ne sont pas non plus fameux. Mais déjà, on n'en a pas beaucoup, mais en fait, il manque. Si nous parlons des conséquences, nous avons ces conséquences qui sont tout simplement intuitives. Je veux dire que vous et moi, nous pouvons très bien dire que
Bien sûr, ça a un impact sur la couverture des services de santé du pays. Comme nous le savons, c'était déjà pas assez. Difficulté de recruter du personnel expérimenté. Et ça, j'ai tenu à le mettre parce qu'en fait, c'est une difficulté que nous avons vécue en première main parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'on m'a présenté sur ce que je fais maintenant, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant ce que je faisais avant. La dernière contribution que j'ai eue quand j'étais en Haïti, c'était comme président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Je ne sais pas combien d'entre vous le savent, c'est-à-dire qu'on était systématiquement, presque chaque jour, en train de faire face à une problématique réelle, la difficulté de recruter. Donc vous avez tous les hôpitaux, de façon particulière les hôpitaux privés avec lesquels j'interagissais. Non seulement quand on fait une formation, les personnes les plus formées partent systématiquement, donc il faut reformer d'autres personnes, mais c'est extrêmement difficile de trouver de nouvelles personnes pour remplacer ceux qui partent. Déperdition des cadres dans les services essentiels, on a beaucoup de spécialistes qui partent. Et il y a même certains chiffres qui suggèrent que les spécialistes partent plus facilement que les généralistes. Et en Haïti. C'est-à-dire les jeunes médecins, vous avez beaucoup de jeunes médecins qui sont encore dans le pays, mais ceux qui sont expérimentés ont des opportunités pour partir. La formation, Mme Prospère là, je pense qu'elle pourra nous en dire beaucoup plus. Je pense que l'impact sur les capacités de Haïti à former de nouvelles générations de professionnels de santé est majeur. Absence de compétences pour la gestion et la gouvernance du système de santé, nous allons voir ça, l'impact est réellement fort. Mais quand je dis appel d'air vers les pays étrangers, en fait, de plus en plus, les jeunes médecins savent mieux qu'il y a des mécanismes pour justement s'intégrer dans d'autres systèmes de santé que le système de santé haïtien. Donc vous avez un appel d'air et beaucoup de générations, peut-être les nôtres ou celles qui sont venues avant nous, et quand vous êtes médecin, vous savez que vous faites partie du système de santé haïtien et vous essayez de rester là-dedans. Mais là, c'est de plus en plus connu que vraiment il y a un marché international qui attire des personnes de tous horizons. Alors, j'ai mis ici solutions possibles, parce qu'en fait, j'aime bien atterrir avec des solutions. Mais, alors, il y a des réflexions, des scholars, des professionnels, des sociologues, des anthropologues et des démographes qui disent que l'émigration du personnel, l'émigration globale dans les pays peuvent avoir des effets positifs également. Bon, ils citent par exemple la question des envois d'argent. Juste, j'ai mis cette statistique pour vous. Et en 2020, ça j'ai trouvé, 82 milliards de dollars, c'est 31% du PIB haïtien. Beaucoup de fois, on me demande comment fonctionne l'économie haïtienne. En fait, quand je voyage, beaucoup de personnes me posent cette question. L'un des piliers de l'économie haïtienne maintenant, c'est ce que nous envoyons vers nos familles. Et incitation à l'éducation et pour les personnes restées dans le pays, c'est un petit peu ce que je disais, le fait que des marchés s'ouvrent à travers le monde. Et quand je dis à travers le monde, c'est vraiment à travers le monde. Et les Haïtiens ne partent pas que aux États-Unis et au Canada maintenant, même si c'est majoritaire, mais ils savent qu'en Turquie, en beaucoup d'endroits, il y a des demandes pour les jeunes médecins. Et aussi, on considère que la possibilité de retour de ces migrants, c'est une option aussi pour les pays. Mais tout ça ne fonctionne que dans un pays où l'immigration est choisie. C'est pour ça que je l'ai mis pour vous. En Haïti, l'immigration, elle est forcée, ce qui fait que cette solution, et même celle-ci, la fuite inversée des cerveaux, il y a des pays qui mettent en place des programmes pour réattirer leurs personnes. Et donc, vous avez des pays à solde migratoire qui sont positifs, les États-Unis, le Canada, un tout petit peu la France, et beaucoup d'autres pays d'Europe, ils ont un solde migratoire positif, donc ils ont beaucoup plus de personnes qui rentrent et viennent travailler chez eux que de personnes qui partent. Vous avez des pays à solde migratoire qui sont équilibrés ou nuls, je ne sais pas si on veut l'appeler comme ça, comme par exemple l'Inde, dans une certaine mesure le Brésil, mais surtout la Philippines qui maintenant a commencé à équilibrer son solde migratoire, autant de personnes qui partent que ceux qui restent ou qui viennent. Mais Haïti est dans le groupe des pays à solde migratoire qui est négatif. C'est-à-dire on perd systématiquement, en fait, notre économie finance les services de santé de beaucoup d'autres pays, finance directement. C'est comme des subsides. Tant et si bien que vous avez un anthropologue qui avait même proposé, Bagwati, qui avait proposé déjà en 1976 qu'on crée une taxe
pour que ces pays comme les États-Unis payent une taxe à Haïti pour justement l'argent que Haïti fait pour subventionner le système de santé américain. Donc, cette solution aussi n'est pas applicable à Haïti, parce que tout naturellement, encore une fois, c'est une immigration forcée. Il n'y a aucun mécanisme, pour l'instant en tout cas, que Haïti peut mettre en place pour réattirer. Avec la seule différence que l'une des choses qui est caractéristique de l'immigration haïtienne, c'est que les Haïtiens sont très attachés à leur pays. Ironiquement, il y a des études qui l'ont montré que, et même la deuxième génération, les Haïtiens sont peut-être même des fois plus attachés à Haïti, même à la terre, avec le fait même d'être physiquement dans leur pays, c'est assez caractéristique. Ce n'est pas unique à Haïti, mais c'est assez caractéristique pour Haïti comparé aux autres pays d'Amérique latine. Moi, j'ai visité beaucoup de pays d'Amérique latine, forcément, par rapport à mon travail. Je travaille dans 42 pays maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment partir, qui ne veulent plus rien entendre parler de leur pays. Il y a des pays qui ont ce problème, et par exemple Porto Rico, Curaçao, Trinidad, Jamaïque aussi. En fait, tous ces pays sont en train d'être dépeuplés. La population est en chute libre parce que tous ces pays, les gens, ils ont les moyens et ils partent. Donc là, c'est la partie où je fais comme notre major, je rêve. Et je propose que si on regarde tout ça, je ne sais pas si c'est là que je l'ai mis, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là que je vais un petit peu terminer la présentation. Et je propose en fait, quand on parle de quelles sont les solutions, l'idée aussi ce serait de s'organiser et d'agir. Et j'ai précisé maintenant parce qu'en fait le problème c'est que les migrations ont comme caractéristique, plus ça prend du temps, plus ça se consolide. Or, et donc on n'a pas le temps. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Dr Cardellon, mais en fait, quand on parle d'approche en matière de santé publique, on peut parler aussi en système de santé, parce que c'était ça l'impact sur le système de santé. Ses contributions sont énormes. Mais l'une des choses que j'ai aimé dans son approche, c'est l'une des personnes qui a influencé justement le fait que je me sois orienté vers cette spécialité, dit que quand on parle de santé publique, il y a plusieurs formes, plusieurs approches de santé publique qu'on peut considérer. Des approches de santé publique qui sont orientées vers des services de santé, hôpitaux, centres de santé, etc. Des approches de santé publique qui sont orientées vers les programmes de santé publique. Des approches de santé publique qui sont orientées vers l'impact sur la communauté. Cette approche, c'est celle que l'État haïtien, par exemple, priorise. Construire des institutions, des centres de santé, des hôpitaux, ou bien encourager la construction, etc. Cette approche en Haïti, Disease Oriented, c'est surtout les institutions, comme par exemple Caritas ou les ONG, etc., qui sont mobilisées sur ça. Avec les grands programmes que vous connaissez, tuberculose, malaria, vaccination, etc., vous vous rendez compte que, évidemment, le ministère est toujours là-dedans, mais c'est surtout financé avec des fonds externes. L'approche Impact Oriented nous a été imposée il y a quelques années par Cuba et le Brésil dans le cadre de la mise en place du programme des agents de santé communautaire. Mais ce n'est pas une approche qui, à mon humble avis, peut-être que le docteur pourra me dire mieux, ce n'est pas une approche qui, à mon humble avis, a été récupérée de façon stratégique et politique par Haïti, alors que c'est l'approche que j'aime le plus. Mais il y a une autre approche qui est celle-ci, qui est l'approche américaine que j'appelle, ça c'est lui, quand on parle de cette fois, moi j'ajoute ça, performance oriented. Les États-Unis ont choisi, au lieu de faire de tout ça, de faire son truc, et quelque chose qui est essentiellement orienté vers le marché, qui est essentiellement orienté vers la performance. C'est pour cela que, autant c'est le système de santé qui a le plus mauvais résultat au monde, en tout cas dans le monde développé, mais c'est le système de santé le plus performant au monde. La plupart des prix Nobel de médecine viennent des États-Unis. Parce qu'en fait, c'est là où se trouvent toutes les innovations médicales. Parce qu'en fait, l'orientation, c'est la performance, ce n'est pas vraiment l'impact ou les services en réalité. Maintenant, quand vous prenez ça et que vous prenez un système de santé, qu'est-ce qu'on appelle un système de santé? On se rend compte que, évidemment, le workforce, il est à la base d'un système de santé. Et sans workforce, vous n'avez pas de système de santé. Et si je vous dis que le système de santé haïtien n'arrive pas à délivrer ces outcomes que vous voyez ici, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc ça veut dire que concrètement, pour une approche de santé publique et pour une approche de système de santé, il faut voir comment on arrive à consolider tout ça. Et avec le problème migratoire que nous avons, nous sommes en train de perdre ça, que ce soit pour les générations actuelles, que ce soit pour les générations futures. Et c'est ça qui inquiète.
c'est que la génération actuelle est en déperdition, mais la génération future aussi est aussi en train d'être mise en péril. Quand je dis s'organiser et maintenir et agir maintenant, deux choses. Premièrement, sans arrêt de violence, des violences, sans consensus politique, sans refondation d'Haïti, à mon humble avis, on ne va pas arrêter le phénomène. À mon humble avis. Donc il faut qu'on arrive à cela, mais en attendant, je proposerais qu'on adopte des stratégies pour faire en sorte que les ressources d'Haïti qui sont à l'extérieur d'Haïti puissent être utilisées aussi en Haïti. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il me semble que pour l'instant, il y a des technologies qui nous permettent, même si nous ne sommes pas en Haïti, de contribuer au système de santé haïtien, que ce soit à travers, par exemple, l'utilisation de technologies digitales. Et il y a toutes sortes de technologies. Je ne sais pas pour vous, mais là, je suis dans le cadre de l'institution que je dirige, engagé complètement dans la digitalisation médicale. C'est ahurissant, toutes les technologies qui existent, qui nous permettent en fait de faire virtual care. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ça se fait beaucoup en Haïti. Il y a beaucoup d'ONG qui actuellement ont déjà commencé à faire des soins virtuels en Haïti, évidemment en province. De la télémédecine, de la téléexpertise. La téléexpertise, c'est ce que je pense que nous pouvons contribuer plus. C'est-à-dire qu'au lieu que l'expertise aille que le patient vienne vers l'expertise aille vers le patient. Donc, moi, je pense que l'utilisation des technologies de santé digitale peuvent aider beaucoup. Je pense que les partenariats avec les universités, de groupes comme les nôtres, pour permettre qu'à travers les universités, il y a des interventions qui sont possibles. Mais je pense aussi qu'il y a des initiatives qu'il faut mener à l'étranger. Parce qu'à la vérité, ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que Haïti est aussi ailleurs. Pas seulement au niveau d'Haïti. Donc les jeunes professionnels qui migrent et qui viennent dans ces pays peuvent bénéficier d'orientation, de sponsoring, de mentoring. Et ensuite aussi, nous pouvons, j'imagine, faire en sorte qu'il y ait une organisation des professionnels médicaux à l'extérieur d'Haïti pour organiser des medical groups et même créer des marchés captifs pour permettre le développement de professionnels de santé haïtiens en dehors d'Haïti. Il y a un point que je n'ai pas mentionné qui est pourtant très important. La très grande majorité de médecins, de professionnels de santé qui rentrent dans ces pays n'arrivent pas à intégrer le système de santé qui est aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, cette déperdition, elle est faite, alors que si on a un système d'encadrement, au moins on peut garder cette compétence technologique à l'intérieur de cette population. Merci beaucoup. J'ai couru un petit peu. Parfois, comme je dis, une présentation de stress. Merci infiniment. Oui, j'ai remercie Francky pour la présentation. Donc, s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Non, il y en a. Donc, Daniel, Marie-Claude et puis Michael. Et puis, pour l'immigration inversée, comme nous savons, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite, parce que la raison pour laquelle les gens laissent le pays, donc ça n'a pas changé. Donc si la raison pour laquelle qui pousse les gens à quitter, si ça n'est pas résolu, donc on ne peut pas amener les gens, parce que c'est surtout l'insécurité qui est la base de tout ça. Donc et ça c'est pas de notre essor, parce que on ne sait pas, en tout cas moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils encouragent tout cet état d'insécurité en Haïti, parce que si les gens étaient intelligents, parce qu'un pays stable quand même, donc ça attire, par exemple, ici, on amène beaucoup d'argent à Miami, donc tout l'argent qu'on dépense ici, donc serait versé directement en Haïti, parce que tout cet argent-là serait dans l'économie de Haïti. Parce que là, on donne encore de l'argent et à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas retourner en Haïti. Donc, la cause de base reste le même. Donc, ça va toujours pousser les Haïtiens à quitter plus le pays. Et puis, pour les stratégies, donc, virtual care et puis télémédecine, parce que nous, on fait ça ici. Et par exemple, si ce n'est pas quelque chose comme dit aux gens, donc on peut voir les patients par téléphone, par visio, donc même pour exemple pour les petites paires après une laparoscopie cholestectomie.
Donc après 4 semaines, on sait que la plaie est guérie, tout ça. Donc la personne peut nous envoyer des photos et puis on peut lui parler par téléphone. Donc ça prend moins de ressources, même pour toutes les gestions. Donc ça prend moins de ressources. On peut faire ça en Haïti, mais le problème aussi, on doit avoir le téléphone, l'internet, parce que des fois, parce que des fois on parle avec quelqu'un en Haïti, mais ça fonctionne pas parce que tout à fait. Mais juste n'oublie pas le reste, parce que je pense que c'est très important et je sais que le temps est en train de passer. J'ai couru à toute vitesse sur beaucoup de choses que j'ai voulu vous dire. Alors la première chose que j'aimerais dire, et il y a une petite phrase que tu as dite, comme tu as rebondi sur lui, c'est pas de notre sort. Écoutez, je suis dans une logique de pensée actuellement de me dire que tout est de notre ressort maintenant. Oui, tu as raison. Parce que moi, je ne... En fait, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Je ne reconnais à personne la prérogative de décider de mon pays sans moi. À personne. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe en Haïti me regarde. Dans mon bureau, personne ne va en Haïti. Mais, je me dis, chef, moi, je ne sais pas qui ça nous peut le faire pour empêcher d'entrer en Haïti. Je ne sais pas qui ça nous peut capable physiquement faire. Et quand je rentre en Haïti, c'est vraiment dans une logique militante, je ne sais pas si c'est le mot. Mais en fait, je considère que transformer Haïti, c'est de mon ressort, de notre ressort. C'est un petit peu le but de la dernière phrase que j'ai mise. Je pense qu'on peut agir. Maintenant, là, ça me permet d'entrer sur la deuxième partie. Ces technologies, est-ce que ces technologies sont applicables en Haïti? La réponse est oui. Et c'est la bonne nouvelle, en fait, qu'il y a dans la technologie. Par exemple, là, tu as parlé de technologies qui sont en fait de la télémédecine surtout. J'ai mis Virtual Care exactement pour cela. Il y a 2 ans, par exemple, alors, le système de santé adventiste, juste pour que vous compreniez un petit peu le contexte de ce que je vais vous dire, c'est 40 institutions de santé, 12 pays, 150 millions de dollars de budget par année, et c'est plus d'une centaine de peuples différents, plus ou moins de langues différentes également, avec une grande majorité où nous faisons des activités au niveau rural. Ça veut dire pas de téléphone, pas d'internet, etc. Donc j'ai un contrat avec cette petite compagnie qui est à Minnesota. Ils avaient développé déjà ce logiciel, mais que j'ai subventionné. Et ce logiciel, c'est un logiciel qui fonctionne sans internet. Online, c'est le mot. Sans internet. C'est-à-dire, tu vas avec ton kit, ça s'appelle Backpack IMA. Tu vas avec ton kit, là où tu vas, ça génère sa propre internet. Donc tous les systèmes que tu as se connectent ensemble, ça veut dire le pharmacien est connecté au laboratoire, le médecin est connecté à l'infirmière, etc. C'est-à-dire tu es dans la bourse, ou en province, ou en réseau, ou en network, pour qu'on tout peut gérer. Maintenant, dès que tu as l'internet, ça veut dire tu as besoin de sur l'internet, ça migre et ça va sur le cloud, donc le reste peut aller. Ce qui est intéressant dans ça, et c'est ça le Virtual Care, tu peux le faire en ayant formé sur le terrain une infirmière. Je ne suis pas en train de dire que toutes les interventions médicales peuvent se faire par cette technologie, mais il y a une très grande quantité d'interventions médicales que tu peux faire en ayant une interface sur place qui est formée à cette technologie, qui est bien sûr formée. J'ai utilisé le mot infirmière par exemple. Évidemment, dans d'autres pays, ils utilisent des agents de santé, etc. Mais je ne suis pas très favorable à ça. Ou des médecins généralistes, des jeunes médecins, des étudiants, etc. qui restent là et qui sont l'interface du médecin le médecin justement est très loin. Donc avec ces technologies, il est possible justement de multiplier les capacités, de faire en sorte que les cerveaux que nous avons ici continuent à fonctionner là-bas. Il y a beaucoup de technologies en matière de médecine, parce que la médecine, c'est essentiellement avoir des informations, les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et quand je dis bonnes informations, je parle d'examen de laboratoire, je parle de ECG, je parle de certain nombre de choses qui peuvent se faire maintenant tout seul. Et plus ou moins sans technologie médicale, par exemple, etc. Donc, ces technologies existent et c'est des technologies qui sont développées pour ce genre de problème. Ce n'est pas les technologies que vous utilisez ici. Les examens de laboratoire, comment tu les fais comme ça, si on n'a pas un bon système d'Internet? Non, pas laboratoire. Ok, justement. Les machins, enfin, ouais. De plus en plus, les systèmes, les technologies de laboratoire sont people-less.
qui n'est pas nécessairement une bonne chose quand tu regardes, etc., le côté marché, etc., de la chose des personnes qui perdent leur job. Mais de plus en plus, tu as des technologies où tu n'as besoin de personne pour faire le test. Et juste pour info, ce sont des technologies qui sont développées souvent en Inde et au Brésil où tu as une grande population rurale et beaucoup de technologies. Mon problème, ce que tu viens de dire là, c'est vrai, mais c'est une solution temporaire. Il n'est pas capable d'une solution définitive. Quand tu prends les États-Unis, ils utilisent ces choses-là parce qu'ils ont une carence. C'est parce qu'il y a couvert une carence que nous-mêmes, si nous prenons pour nous utiliser ça seulement, nous ne pouvons pas arriver plus loin parce que nous avons toujours une dépendance de l'étranger. Pourquoi? Oui, parce que nous avons un système qui travaille, qui peut faire. Par exemple, quand si je prends mon hôpital, en même temps que nous avons un système que nous avons fait télé-alpha, nous gagnons majorité travail, c'est sur le terrain. C'est vrai, ça peut être une solution maintenant, parce que il n'est pas viable à long terme, parce que nous ne sommes pas capables, il faut que gang la fini, Oh non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'ai dit en attendant. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Maintenant, en termes de soutenabilité. Étranger, encore, et puis 3 cacobes là. Et puis nous avons un petit point de monde qui joue une santé vraiment. Moi-même, temporairement, je ne peux pas dire non, parce que nous avons besoin de santé. Mais, trois cas, le système fonctionne en genre côté que tout comme la réticite encore. On n'a pas de choix pour le moment parce que la situation du pays ne nous permet pas que les médecins aillent en Haïti ou bien encore qu'on fasse des choses en Haïti parce que là il y a l'insécurité en Haïti. Mais attendez, c'est-à-dire que si on a une solution comme ça, je pense que c'est assez important pour nous atteindre beaucoup plus de monde, capable de soigner. Parce que pour le moment, on n'a pas de choix maintenant. Oui. Non, mais attendez, c'est bien de rester positif. Le but, c'est de quoi? C'est de permettre aux patients haïtiens d'avoir accès à des spécialistes. À des soins de santé. À des soins de santé. Mais il y a des médecins en Haïti déjà. Mais non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais les gens meurent de faim. De qui sont de santé ont besoin? La première c'est de manger. Mais c'est vrai. Non, mais il faut être réaliste. Apporter les soins de santé à des gens qui meurent de faim. Ça, c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Avoir accès à un spécialiste, pourquoi? Non, mais c'est vrai. Ok. Laissez-moi rebondir un petit peu. On va prendre deux Je vais m'asseoir. questions, ensuite on dira. Je vais m'asseoir rapidement, mais laisse-moi rebondir. Je pense que tu as une profondeur de la question que je n'ai pas encore et je serais très intéressé à avoir une conversation approfondie sur ça avec toi. Mais bon, pour l'aspect seulement soutenabilité, ça veut dire du long terme. Je vais vous dire quelque chose, je ne vous apprends rien du tout. La médecine digitale, c'est le futur de la médecine. Bien sûr. Beaucoup de mes médecins me demandent est-ce que les AI vont remplacer les médecins? Ma réponse est non. Oui. Mais non. Non, ils ne vont pas remplacer les médecins. Mais les médecins qui utilisent les AI vont remplacer les médecins qui n'utilisent pas de AI. Donc, je finis. Et pour moi, quelqu'un a dit que c'est quoi le but, je me souviens plus c'était toi, etc. Justement, un petit peu, mon agenda caché, c'est un petit peu de proposer que nous traversions, nous autres en Haïti, le système de santé qui est un système de santé qui reflète comment on organisait les systèmes de santé au 19e siècle. Alma Ata, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, tout ce que nous avons en Haïti découle de Alma Ata. 1978, on a fait cette chose. Il y a tous les paradigmes que nous utilisons en Haïti en santé. C'est ça. C'est pour ça que vous avez deux systèmes de santé en Haïti, celui de l'État, celui du privé. Parce que Alma Ata, qui est en Kazakhstan, je ne sais pas si vous savez, on était dans l'État soviétique, etc. La vision, c'est la vision de la médecine socialisée. Ce qui est sorti de Alma Ata, c'est que les États sont responsables de la santé de leur population. Ce qui fait sens. Santé pour tous en 2000, etc. Mais ça n'a pas marché. Donc concrètement, vous avez tous les pays nouvellement indépendants, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Asie indépendants, et puis Haïti aussi, qui était déjà indépendant, mais qui est rentré dans la même logique philosophique et en fait politique de l'Afrique. L'État a dit c'est notre responsabilité d'organiser le système de santé, etc. Donc on a
tout le système de Alma-Ata. Donc c'est 19e et c'est 20e siècle. Ce que nous pratiquons en Haïti comme système de santé, c'est vraiment du 20e siècle. Je propose qu'on traverse, qu'on ne passe même pas par le 20e, qu'on traverse directement au 21e siècle. Et je pense que les médecines digitales offrent beaucoup plus d'opportunités pour les pays comme les nôtres que pour les pays comme les États-Unis, les États-Unis sont le deuxième pays avec le taux le plus élevé, le ratio le plus élevé de médecins par population. Le premier étant Cuba. Et donc, États-Unis a les moyens, certains moyens que nous n'avons pas. C'est exactement la révolution qui s'est passée quand on a eu les téléphones cellulaires en Haïti. On est passé de moments où on n'avait que des privilégiés qui pouvaient avoir le téléphone chez eux, au fait que chaque individu a un téléphone. C'est vraiment un saut quantique qui est extraordinaire. Et ce saut quantique, on peut le faire en santé publique. On peut le faire. Il est en train d'être fait en santé publique, mais on peut décider d'y aller. Je pense que ce que nous vivons, la crise que nous vivons, c'est l'opportunité pour faire ce saut. Et ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas à partir du gouvernement, mais je pense que ça peut se faire à partir de groupes comme nous autres qui ont l'accès aux technologies, qui ont la connaissance, qui ont un petit peu les moyens aussi. C'est pas que je veux dire,